écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis Auxil Maillard. Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Il y a 2 jours, nous étions le 8 mai 2023. Et le 8 mai 2023, comme chaque année, le 8 mai, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale et le souvenir de tous ceux qui ont alors donné leur vie pour leur pays. Et c'est pourquoi ce soir, chers amis, j'aimerais vous poser cette question. Aimez-vous votre pays ? L'aimez-vous un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément, à la folie ? Pourquoi l'aimez-vous ? Et qu'est-ce que cet amour implique dans vos décisions, dans vos choix, dans vos manières d'être, dans vos manières d'aimer, de servir votre prochain au quotidien ? Que vous soyez français ou d'une autre nationalité, parlez-nous-en ce soir de cet attachement à la patrie. Parlez-nous-en en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, pour vos témoignages, pour vos méditations. Merci à tous ceux qui nous suivent et réagissent en direct aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, merci à nos invités ce soir venus pour vous écouter, vous répondre et aussi pour témoigner de leur propre attachement à notre pays. Clotilde Brossolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale des éditions Première Partie, également l'auteur de cet ouvrage « Catholique de tous les partis, engagez-vous », édité chez MAM. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Avec joie. À vos côtés, l'amiral Loïc Finas. Bonsoir, amiral. Bonsoir. Merci également d'avoir fait escale dans notre studio. Vous êtes également écrivain et on vous doit plusieurs ouvrages. La liberté du commandement aux éditions des Équateurs, ainsi que ce roman, La Houle s'en aller au Levant aux éditions des Équateurs également. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir également. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé de venir pour écouter des auditeurs de toute la France qui vont répondre à cette question « Aimez-vous votre pays ?» Est-ce que c'est important de s'interroger sur l'attachement que l'on a à la terre qui nous nourrit, à son histoire, à ce qui l'habite, amiral? Je suis convaincu qu'il est toujours important de s'interroger, en particulier sur des sujets profonds et d'importance eux-mêmes. Je pense que le sujet de l'amour, ou d'une manière plus générale du lien que nous avons avec notre pays, est un sujet non seulement important, mais très beau. Donc oui, s'interroger sur un tel sujet, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise idée. Les auditeurs auront bien des choses à nous en dire. Clotilde Brossolet, qu'est-ce que le thème de notre émission vous inspire ? Moi, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'y aille. La réponse est évidente, oui. Et puis, depuis, mon cerveau mouline quand même un peu. Oui, pourquoi ? Mais surtout, ça m'a replongé dans des souvenirs d'il y a quelques années. Avec mes frères, on avait monté un groupe qui s'appelait Les Gavroches. Et on allait dans une cité, moi j'habite Nanterre, donc dans une des cités de Nanterre, difficile d'ailleurs, une cité très difficile, pour demander aux gens, le jour du marché, sur une place qu'on appelle la place de la Casbah, hein, donc vraiment très marquée par des populations issues de l'immigration, particulièrement l'immigration d'origine algérienne. Et on posait aux gens la question, pourquoi peut-on aimer la France ? Et donc, cette question a fait écho avec cette expérience qui a duré quasiment 2 ans, où au moins une fois par mois, voire 2, on allait poser cette question. Et du coup, ça m'a interrogée en me disant, mais est-ce que j'aime mon pays ou est-ce que j'aime la France ? Voilà. Alors moi, j'ai de la chance parce que mon pays, c'est la France. Mais est-ce que d'abord, c'est mon pays que j'aime ou est-ce que c'est parce que c'est la France ? Vous nous dites d'abord, oui, c'est évident, j'aime mon pays. Et puis après, vous nous dites, oui, mais ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Est-ce qu'il y a dans le thème de ce soir une tentation de division ? Est-ce qu'on prend le risque de faire ressortir des réponses clivantes ? Moi, j'ai une formation d'historienne et dans les années où j'ai été étudiante, donc ça remonte déjà à quelques années, quelques dizaines d'années, c'était l'émergence de ce qu'on appelait à l'époque, chez les historiens, les porteurs de mémoire, avec la revendication de mémoire, on va dire, issue des minorités, des mémoires quasi individuelles, qui s'opposaient à une mémoire plus générale, une mémoire plus commune, qui était celle de la France,
en disant que c'était l'histoire française, la mémoire française avait occulté des existences. Et donc moi, toute ma formation d'historienne a été baignée par cette tension sur la distinction entre histoire, mémoire, et qui porte la mémoire, qu'est-ce qu'une mémoire commune, qu'est-ce qu'une mémoire commune qui forcément est souvent la mémoire des vainqueurs, quelle place on laisse aux minorités, et comment malgré tout on crée un commun avec cette histoire de la mémoire. Donc vraiment, moi j'ai été baignée dans mes études par ce questionnement qui reste pas sans réponse, avec des ébauches de réponses. Mais... Et nos auditeurs ont certainement aussi des ébauches de réponses qui sont déjà en train d'adresser au standard. Je rappelle le numéro 01 56 56 44 00. Amiral Loïc Funaz, est-ce qu'aimer son pays, c'est évident, que l'on vienne des beaux quartiers ou des moins beaux quartiers des Hauts-de-Seine? Ou est-ce qu'il faudrait que ce soit évident? Je crois qu'il faut se méfier des évidences de toute façon et les choses qui sont automatiques. Et donc aimer son pays parce que ce serait évident de l'aimer, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne façon de l'aimer, ou pas forcément en tout cas. Et en fonction de notre histoire, Clotilde d'ailleurs vient de l'illustrer, cette dialectique qui peut être différente chez les uns et chez les autres. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller écouter et voir le très beau spectacle de Mehdi Djadi, Coming Out, où ce garçon français, comme vous et moi, mais avec une histoire familiale qui n'est pas la même que la mienne ou que la vôtre, nous raconte qu'il a été élevé dans deux principes extrêmement forts. La haine de la France. Il est d'origine algérienne, sa famille est d'origine algérienne, mais lui, il est né en France, il est français, il est élevé dans une banlieue de Saint-Étienne, et il est élevé dans deux choses, la haine de la France et un islam intégriste. Il est certain que ça ne le prépare pas de la même manière que quelqu'un comme moi, ou comme vous, ou comme Clotilde, à avoir un rapport à la France. Et puis, il y a aujourd'hui aussi l'émergence de courants, mais c'est des rebonds éternels, l'histoire, tout ce que le wokisme ou la cancel culture prétend apporter, avec justement des relectures de l'histoire qui bien souvent ne sont pas honnêtes. Ça peut conduire certains à ne pas trouver naturel d'aimer la France, tout comme d'autres pensent que c'est naturel sans avoir vraiment réfléchi à quelles étaient les conséquences et donc ne sont pas forcément plus intéressants. Donc c'est évidemment pas la même chose pour tout le monde et les réponses à votre question sont très diverses, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Je pense que la diversité de réflexion peut être intéressante si on prend le temps, de réfléchir avec honnêteté et d'échanger, et là aussi avec honnêteté, et pas encaquer dans des dogmatismes et dans des haines qui sont stériles, recuites, éternelles et sans intérêt. Et je vous remercie d'avoir cité le spectacle de Mehdi Djadi, que je ne peux que recommander chaudement aussi à nos auditeurs. Il y a donc d'abord cette évidence qui semble apparaître, oui, on aime son pays, et puis les limites que beaucoup de personnes qui vivent sur le même territoire peuvent y voir. L'exemple de Mehdi Djadi que vous venez de citer en est un. Est-ce un problème? À quel point? Et devons-nous, en particulier en tant que chrétiens, nous sommes sur une antenne chrétienne, devons-nous aider ceux qui n'aiment pas leur pays à l'aimer? Est-ce que nous devons faire aimer notre pays par ceux qui l'habitent, par ceux avec qui nous partageons de fait la terre que nous habitons? Je crois d'abord, en amont, il ne faut pas oublier une chose dont on n'a pas suffisamment conscience en France, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion de pays. Et en France, il se trouve que plusieurs notions qui sont en fait des notions différentes, mais sont en France commune et depuis des siècles, et ce sont les notions de pays, de nation, de peuple et d'État. En fait, c'est quatre notions différentes, c'est quatre notions complètement différentes. Il se trouve qu'en France, et depuis des siècles, il y a dans ce que nous appelons la France, un même pays, un même État, un même peuple, une même nation. Mais en fait, la France est une exception. On croit que c'est naturel. Pour nous, on pense qu'un pays, pour un Français, pays, ça veut dire État, peuple, nation, pays. Mais en fait, pas du tout. Les pays où il y a cette conjonction entre le pays, la nation, le peuple et l'État, ils sont très, 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 très peu nombreux. Je veux dire, c'est pas le cas des États-Unis, c'est même pas le cas de l'Angleterre, c'est pas le cas plutôt de la Grande-Bretagne. Et c'est certainement pas le cas de l'Allemagne. Et donc, vous voyez que cette notion très complexe et qui additionne des choses différentes que sont un pays, un État, un peuple, une nation, en fait, c'est une particularité française. Et donc, il se trouve que du coup, lorsque les uns et les autres en France, on parle de pays, on ne parle pas forcément de la même chose. On peut être profondément patriote
et considérer, lorsqu'on a une vision extrêmement patriote, que ça n'est pas antinomique avec une Europe fédérale, par exemple. Et à l'inverse, certains patriotes considéreront que si on est patriote, une Europe fédérale, c'est une hérésie. On peut pas être. Mais on ne parle pas forcément de la même chose. Et donc, n'oublions jamais que nous avons en France, et à mon avis, c'est une des chances de la France, et d'ailleurs, c'est l'un des intérêts de la France, mais cette conjonction absolument incroyable, mais rare, entre ces quatre notions que sont pays, État, peuple et nation. C'est très particulier, très, très particulier. Clotilde Brossolet. Oui, moi, je crois que nous sommes baignés dans l'idée que la France, ce sont d'abord des valeurs. Issus de la Révolution, essentiellement. Et que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs, elles nous semblent vides de sens. Et la France, pour moi, je crois que c'est... Alors, mon pays, la France, je crois que d'abord, c'est une expérience charnelle. C'est quelque chose qui se vit avec les 5 sens, et pas uniquement avec l'intellectuel. Je crois que sur ces 2 derniers siècles, nous avons réduit cet amour de la France à un amour de valeurs qui serait la liberté, les droits de l'homme, très bien, qui d'ailleurs sont quand même pourtant contestés dans le monde, en tout cas sous cette acceptation-là, sur cette manière de penser. Alors que la France, c'est d'abord déjà une géographie. Alors, l'Union française se fait essentiellement autour de la question de l'histoire, je viens d'en parler. L'Allemagne, elle se fait autour de la géographie, mais retrouvons la géographie française, la diversité des paysages, les odeurs de la France, la gastronomie, le goût. Et là, en fait, quand on quitte la France et qu'on va dans un autre pays, on se rend compte de ce qu'est la France. Parce que physiquement, nous n'éprouvons pas les mêmes sensations, avant même de penser une mentalité. Et je trouve que dans une société moderne qui devient liquide, retrouver les sensations que font vivre un pays, mais aussi bien une culture, parce que c'est un rythme de la langue, mais c'est pas le même son qu'un accent québécois. Et pourtant, c'est quasiment la même langue. C'est la même langue. Mais je crois qu'il y a déjà cette idée, pour moi, d'un retour essentiel aux sensations éprouvées par ce pays, que ce pays nous fait éprouver. Pardon. Je sens que nos auditeurs vont nous en parler. En effet, on entend parfois dire, et plutôt sur d'autres antennes, je crois que sur celle-ci, qu'aimer son pays, c'est ne pas aimer les autres pays, que le patriotisme est à l'origine de conflits, que c'est semer la division, que de montrer qu'il existe quand même des frontières entre les géographies, entre les cultures. Alors je vous pose la question, est-ce qu'aimer son pays, c'est ne pas aimer les pays des autres ? Je ne vois pas pourquoi ce serait systématique. Ça peut être le cas. Il y a une phrase de Gaulle, je crois, il dit quelque chose comme ça, être patriote, c'est aimer son pays, être nationaliste, c'est ne pas aimer les autres. Et donc, je vais la citer. C'est ça. Mais je ne suis pas sûre que ce soit de Gaulle, en fait. Ouais, pour moi... Moi, je l'ai lu comme attribué à De Gaulle. Oui, on lui attribue beaucoup de choses. Mais je pense qu'elle est attribuée à beaucoup. Mais, donc, on peut aimer son pays en ayant une vision exclusive de ce que seraient les autres. Mais c'est comme si, c'est pas parce que vous aimez l'un de vos enfants que vous n'aimez pas vos autres enfants. Donc, aimer son pays, ça ne vous condamne pas à ne pas aimer les autres. Vous pouvez aimer les autres et reconnaître ce qui est intéressant dans votre pays. Mais là encore, ça veut dire quoi, pays ? Clotilde l'évoquait, c'est très intéressant. Elle parlait à propos de pays, de géographie. Je pense qu'elle a totalement raison. Mais rappelez-vous ce que disait Renan à propos de la nation. Renan disait la nation, c'est pas une affaire de géographie. Il disait, c'est pas une affaire de géographie, c'est pas une affaire de race, c'est pas une affaire de langue, c'est pas une affaire. Il disait, c'est même pas une affaire d'intérêt commun. Donc c'était extrêmement intéressant. Mais il parle de la nation, il parle pas du pays. Si on parle du pays de la France, et là je suis d'accord aussi avec l'approche qu'avec le titre tout à l'heure, c'est à mon avis extrêmement charnel. Et c'est charnel parce que c'est une affaire de géographie, c'est une affaire de vision et de sensation, surtout quand on a la chance d'être un pays qui est aussi beau et aussi varié. Il n'y a pas un autre pays au monde où, en aussi peu de kilomètres, vous changez totalement de paysage. Il y a des tas de pays au monde qui sont très beaux. Moi, j'ai eu la chance d'exercer un métier qui m'a fait parcourir le monde. Le monde est beau dans énormément d'endroits. Mais pas un seul pays au monde, vous avez cette variété qui fait qu'en peu de kilomètres, vous avez changé de paysage. Il est vrai que j'étais tenté de vous poser aussi la question, et si la France était un pays laid, est-ce que vous l'aimeriez autant ? Vous citez Charles de Gaulle, moi je voudrais citer... C'est de Gaulle alors ? Merci de la vérification. Je vérifie après, en effet on attribue à Charles de Gaulle beaucoup de citations, peut-être un peu rapidement, mais il aurait certainement pu le dire. Il y a une autre citation dont je n'ai pas pu retrouver l'origine exacte, mais on l'attribue à Jean-Paul II, puisqu'on posait cette question-là justement à Jean-Paul II. Celle de savoir si on pouvait aimer son pays sans détester celui des autres. Et Jean-Paul II avait cette réponse. Regardez des enfants à la sortie de l'école qui se dirigent vers les bras de leur mère. Et demandez à un enfant, est-ce que ta maman, c'est la meilleure maman du monde ? Évidemment qu'un enfant répondra souvent que oui. Et si on lui demande, est-ce que tu acceptes que ton petit camarade à côté dise aussi que sa maman, à lui, est la meilleure du monde ?
Eh bien, l'enfant répondra oui, il a le droit de le dire aussi de sa mère. Et Jean-Paul II de dire, c'est un peu la même chose s'agissant du patriotisme. On peut penser que son pays est le plus beau du monde et le meilleur, et celui dans lequel on a envie de vivre, celui que l'on a envie de servir. Cela n'enlève rien à la possibilité d'accorder le même droit à son voisin, celui qui habite de l'autre côté du Rhin ou des Pyrénées. Et par là même, peut-être qu'on peut voir, pour reprendre votre question de la définition d'un pays, ce terreau commun qui va créer une histoire commune, qui va nous rassembler par la langue, par l'histoire, par la géographie, puis aussi peut-être par la solidarité. C'est aussi quelque chose qui peut être défini un peuple. Notre sécurité sociale, en France, on la partage avec des Français, on la partage moins avec d'autres peuples européens. Mais souvent, pour les chrétiens, nous avons tendance à dire que notre patrie, c'est le Christ et l'Église. Oui, mais je crois qu'être chrétien, c'est déjà toujours être en permanence dans une tension. C'est cette tension entre le particulier et l'universel. À la fois, Dieu s'adresse à nous individuellement, mais c'est un message universel et nous sommes en communauté. Et c'est la tension aussi entre l'incarnation et la transcendance. Exactement. Donc on est en permanence et entre ces tensions. Et le Christ s'incarne, et il s'incarne dans un peuple, dans une nation de l'époque. Et donc je crois qu'il faut accepter cette tension. Oui. Ces derniers temps, je lisais des articles qui disaient on ne doit pas préférer son pays à l'Église. Mais en fait, c'est pas un sujet. Il n'y a pas à préférer. C'est accepter cette tension. Et je crois que, moi, je suis très marquée par la question de l'incarnation. Le Christ s'incarne à un moment donné, dans une géographie donnée, un lieu. Il prend chair, et en prenant chair, il s'inscrit dans un peuple. Et donc, alors, c'est pas le peuple, c'est encore une question différente de la patrie, mais donc nous ne pouvons pas penser que nous sommes des êtres qui ne s'inscrivent pas dans une histoire, dans une géographie. Nous ne sommes pas des êtres uniquement spirituels. Nous sommes des êtres incarnés. Et donc, dans ce lieu, nous avons à créer un commun, nous avons à créer quelque chose. Et ce lieu est forcément limité. Parce que nous sommes des êtres limités. Et ce commun peut aussi se créer un petit peu par téléphone en participant à une émission de radio, chers auditeurs, 01 56 56 44 00. Aimez-vous votre pays? Un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément, à la folie, que vous soyez français ou d'un autre pays, et je sais que nous avons des Belges, des Portugais, des Américains, des Russes même qui nous écoutent. Aimez-vous votre pays et pourquoi l'aimez-vous et qu'est-ce que cela implique dans vos choix, dans vos décisions, dans votre manière d'aimer, de servir votre prochain? Merci pour vos témoignages, donc au 01 56 56 44 00. Nous allons retrouver l'amiral Loïc Funaz et Clotilde Brossolet dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. Clotilde Brossolet, vous vouliez de la géographie, vous vouliez un amour de la patrie incarné. Je crois que vous allez être servi puisque je vous propose d'écouter. Alors, la qualité musicale n'est peut-être pas extraordinaire, mais j'avais vraiment très envie de partager ce chant que l'on entend chanter par des chorales militaires, que l'on entend ici chanter par le chœur scout d'Europe du Grillon. Je t'aime ou ma patrie. On les écoute. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. De patrie plus chérie, il n'en est pas. Pour la paix, voici nos bras, nos corps pour tes combats. Et nos bras aussi pour appeler cette émission et témoigner toujours au 01 56 56 44 00. Aimez-vous votre pays, chers amis? Voici la question qui vous est posée ce soir. Et nous accueillons Luc qui nous appelle depuis les Ardennes. Bonsoir Luc. Bonsoir à madame, bonsoir à l'amiral. En fait, moi, j'aime mon pays, j'aime la France, je suis français, par comparaison. J'ai eu la chance d'avoir une carrière à l'international. Alors, je ne vais pas citer tous les pays, mais je vais me limiter à citer l'Arabie Saoudite. J'ai vécu en Arabie Saoudite pendant une longue période, en famille aussi, et dans lequel, lorsque nous sommes arrivés, avant la guerre du Golfe, le terme liberté était interdit, qui se dit Houria, et c'est le premier mot arabe que j'ai appris, je suis arabisant. Et en fait, nous étions sous une pression permanente, alors des multiples polices, parce que les polices, il y a Shorta, il y a Mourour, il y a la police aussi de religieuse qui nous interdisait d'accéder à un magasin lorsqu'on annonçait la prière ou durant le temps de la prière. Nous n'avons pas droit à la pratique religieuse, puisque la seule pratique qui existe en Arabie Saoudite, c'est l'islam, du fait de la présence de deux villes saintes, de Mecca Mukarrama et Medina Munawwara. Et d'ailleurs, vous avez un amiral avec vous. Les seules possibilités de pratique religieuse que nous avions, c'était lorsque des bateaux militaires arrivaient à Jeddah, que les prêtres militaires venaient dans nos villas. Et il est arrivé même, alors je n'y ai pas participé, à ce qu'un des prêtres militaires français baptise un des enfants.
Donc cette absence de liberté, lorsque je sortais de ce pays, que je revenais en France, j'avais une grande bouffée d'air. Je suis aussi engagé écologiquement et il m'est permis de m'exprimer alors que dans beaucoup de pays, l'expression contraire à celle du gouvernement est interdite. C'est cette liberté, cette houria, ce freedom qui fait que c'est merveilleux, dans le respect de l'autre. Je ne suis pas d'accord lorsque des gens ont des attitudes violentes, peace and love, en tant qu'écologiste, et puis surtout dans l'amour de l'autre. Mais cette liberté, c'est ce qui me fait aimer la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Luc pour vos belles paroles de ce soir. La liberté, c'est ce qui me fait aimer la France. Amiral Loïc Finaz, que répondez-vous à Luc ? Je ne peux que partager son analyse et sa conviction et ses raisons d'aimer la France pour ce fait-là. On a parlé d'abord de géographie et effectivement, je pense que notre premier rapport à notre pays, il est charnel et parce que c'est notre vue, c'est nos odorat, tous nos sens qui nous font le reconnaître et l'aimer. Et puis ensuite, on passe à d'autres sujets qui sont probablement plus importants encore. Et parmi ces sujets, il en est un tout à fait fondamental, effectivement, qui est celui des libertés. Et être dans un pays de liberté, ce qu'il a encore, pour un Français, paraît évident. Mais quand on connaît le monde, quand on est un observateur du monde, non, c'est pas évident partout. Il est évident que ce respect de la liberté en France, c'est très certainement l'un des atouts. C'est tellement l'un des atouts de notre pays que beaucoup de Français en fait l'ont oublié. Ils considèrent que c'est un acquis normal dont ils n'ont plus la saveur. Quand on voit récemment, si vous voulez, l'ONU qui condamne la France pour ses violences policières, on se dit mais c'est n'importe quoi. Enfin, si l'ONU n'était pas déjà totalement déconsidéré, là, on peut dire qu'il nous donnerait une raison de plus de penser que c'est vraiment ce machin qu'évoquait De Gaulle, comme puisqu'on a déjà fait référence à lui. Donc c'est absolument n'importe quoi. Et il est évident que cette liberté, alors qui n'est pas propre à la France, et puis on se gargarise souvent en France en disant nous sommes le pays des droits de l'homme. Non, c'est n'importe quoi. Nous sommes éventuellement le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, je vous rappelle qu'elle a eu lieu quand même plusieurs siècles après la Grande Charte ou l'Habeas Corpus en Angleterre. Donc, avoir un certain nombre de prétentions sous le prétexte que nous, Français, on serait le pays de la liberté. Néanmoins, à cette remarque près, il est évident que c'est l'une des belles choses et des immenses choses que l'on peut aimer en France, c'est ce statut de liberté dont nous jouissons, tellement qu'on ne se rend plus compte. Clotilde Brossolet. Je trouve que cette intervention me fait réfléchir à la multiplicité des raisons pour lesquelles on peut aimer. Alors, je me décalerai pour l'Arabie parce que je ne connais pas bien l'Arabie. C'est un pays qui, pour moi, n'a pas une grande histoire, donc je suis un peu frustrée en tant qu'ancienne historienne. Mais par exemple, je parlerai de l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, est un pays qui n'est absolument pas un pays de liberté. Et pourtant, moi, je suis une passionnée de la culture iranienne, de la littérature iranienne. Je peux quand même dire que j'aime un peu l'Iran. Et pareil, on pourrait dire la même chose pour la Russie. Ce que je trouve terrible, c'est qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on a commencé à condamner les auteurs russes. Alors, il fallait plus lire Dostoïevski. Certains concerts ont été interdits en France parce que, de façon morale, on s'est auto-interdit des concerts parce que c'était de la musique russe. Et je trouve, notre intervention me fait réfléchir à ça. Est-ce que j'aime un pays pour un de ces éléments ou pour d'autres ? Et puis, il peut y avoir des fragilités dans mon pays à un moment donné, mais il y a peut-être une histoire qui se transmet, une culture, une littérature. Donc, il y a une diversité, c'est ça qui est très beau, c'est que chaque pays offre une diversité au monde, beaucoup de choses au monde, parfois des choses beaucoup plus difficiles, des choses que nous n'aimerions pas. Une grande diversité d'auditeurs aussi, sans doute. Luc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous dire tout simplement si j'aime mon pays, c'est parce que c'est le pays, c'est un pays de liberté. Vous m'évoquez, Luc, ces quelques mots de l'évangile de Jean au chapitre 8, « La vérité vous rendra libre ». Alors moi j'entends d'un côté, j'aime la France parce que c'est un pays où nous sommes libres, de l'autre côté j'entends la vérité vous rendra libre. Est-ce là dire que la France serait un pays par nature essentiellement chrétien ? C'est peut-être voilà un lien que je vous laisserai faire, Clotilde, je vous vois rire, que je vous laisserai faire, Luc. La France est fille aînée de l'Église, après, est-ce qu'elle est à la hauteur de son statut c'est une autre question. Ce serait un autre sujet dont les auditeurs peuvent aussi témoigner peut-être ce soir. On leur demande s'ils aiment leur pays, peut-être peuvent-ils répondre sous cet angle-là. Luc, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Je vous propose, après les Ardennes, d'écouter Nancy, puisque c'est de là qu'Alexis nous appelle. Bonsoir Alexis. Bonsoir Louis Auxil, bonsoir à vos deux invités.
Clotilde et puis Monsieur l'Amiral, j'ai oublié votre prénom, pardon. Loïc Finaz. Loïc, bonsoir. Je suis très heureux de votre sujet. Et puis j'ai pas écouté tous les échanges parce que j'ai éteint la radio. Mais j'aime beaucoup ce sujet de la France et je suis très heureux de pouvoir dire quelque chose là-dessus. La question de départ, c'était pourquoi est-ce que j'aime la France? Alors, moi, je suis catholique et j'aime la France d'abord pour ses figures de sainteté. Entre autres, je nommerai Thérèse de Lisieux, bien sûr, Jeanne d'Arc, Charles de Foucault et bien d'autres. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas les citer tous. J'aime aussi la France parce qu'elle a envoyé beaucoup de missionnaires à travers les missions catholiques de Paris. Il y a aussi Saint-Vincent de Paul, bien sûr, avec les Sœurs de la Charité. Et j'ai entendu un jour une citation, un proverbe anglo-saxon qui dit « heureux comme Dieu en France ». Et je trouve ça très, très important de penser à ça, d'abord en tant que catholique, mais pas que, parce que, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'apparitions mariales, il y a eu aussi beaucoup d'influence des dominicains et des franciscains. J'ai découvert en Ariège un couvent délabré, des ruines d'un couvent daté de 1253, ce qui veut dire que 30 ans après la mort de Saint François, il y avait déjà des couvents en France. Et c'est assez impressionnant de voir le rayonnement catholique de la France. Ça, c'est une première chose. Par contre, aujourd'hui, je dirais que la France a un peu un maillon faible. Je pense qu'elle a oublié un petit peu son identité, qu'elle est en quête d'identité, ce qui fait aujourd'hui que la France est un peu un peu une cocotte minute, parce que je pense qu'elle est vraiment, elle a soif de son identité. Et ce qui fait le maillon faible de la France, pour moi, c'est l'opposition droite-gauche. Je pense que la France cherche en fait son unité. Est-ce qu'on va dépasser un jour cette opposition droite-gauche pour avoir un pays qui est fédéré, qui est ensemble et pas en train de se tirer dans les pattes? Donc ça, c'est une question. Où est l'unité de la France? Et enfin, je voulais dire, la France incarne beaucoup de valeurs, mais elle a beaucoup de défis devant elle parce qu'elle est tout le temps en train de reconstruire son passé. Et peut-être qu'il est temps d'identifier quels sont les points forts et les points faibles de la France, quel est son charisme et sa mission au cœur des nations. Pour moi, c'est un laboratoire d'humanité, la France. Mais elle est trop souvent victime de récupération politique ou économique. Et c'est pour ça qu'elle doit reconstruire une identité forte et structurée à l'abri de ces récupérations qui la minent, sans vouloir rebâtir le passé, mais en cherchant du côté du don, en dehors de toutes les appropriations mythologiques ou idéologiques. Pour moi, la force de la France est dans son terroir. Merci Alexis. Merci pour vos belles paroles. Où est l'unité de la France, demandez-vous? Clotilde Brossolin. Oui. Pendant la campagne des élections présidentielles, là, il y a quelques mois, j'avais rencontré un ami qui est maire, j'ai eu l'occasion de le revoir à ce moment-là, qui est maire d'une ville de cité un peu difficile, particulièrement difficile, où il y a eu beaucoup d'émeutes. Et on a eu une longue discussion sur la question de l'identité de la France. Il était contre ça, il est catholique, et il dit, mais le problème de l'identité, c'est qu'elle est enfermante, et elle se cristallise et elle s'enferme. Il dit, moi, je préférerais que nous parlions de vocation de la France. Et je trouve que c'est très intéressant comme approche, parce que aujourd'hui, le terme identité fige quelque chose. Il est récupéré. Et voilà, il est récupéré, évidemment, mais surtout, on fige, parce que quand on parle d'identité, souvent, on rêve d'une France, on va dire, d'une France des 30 glorieuses, que nous avons un peu idéalisée, avec un faible taux de chômage, une population assez homogène, une classe moyenne qui sert encore de terreau d'intégration. Aujourd'hui, cette classe moyenne a quasiment disparu, ou en tout cas, elle n'existe plus dans le discours public. Et je trouve que si on repart de la question de la vocation de la France, ça nous oblige, nous Français, à nous poser la question de ce que nous avons reçu et ce que nous avons à transmettre. Contrairement à l'identité, qui doit incorporer,
Là, c'est qu'est-ce que j'ai à transmettre. On est plus du côté du don. Voilà, et c'est là où je vous rejoins, c'est la question du don. C'est en vous entendant parler du don. Et cela rejoint aussi le début de votre témoignage où vous mettiez en avant, Alexis, ces figures de sainteté. Qu'est-ce que la sainteté, si ce n'est justement la charité, le don. Alexis, restez avec nous. Peut-être que l'amiral Loïc Finaz a aussi une réaction à ce que vous nous avez dit. Bon, on pourrait en avoir beaucoup parce que Alexis nous a dit beaucoup de choses, mais je veux seulement rebondir sur cette idée qui me paraît effectivement plus intéressante et plus riche, que la vocation, c'est plus intéressant que l'identité. Et là aussi, puisque décidément on va être sous le signe de Gaulle a une phrase très belle, et en fait, plus je vieillis, plus je prends du recul sur les choses, parce que c'est le fait des hommes de mon âge, plus je me dis qu'il avait raison. De Gaulle dit un jour: il existe un lien multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et plus l'observateur du monde que le marin qui l'a parcouru, que j'ai été, accroît sa réflexion et sa connaissance de ce monde, en tout cas sa perception, plus je me dis que De Gaulle a raison. Mais c'est pas une histoire de fierté qu'on devrait avoir quand on entend cette phrase, mais bien d'exigence, ce qui revient bien au commentaire de Clotilde sur la vocation. C'est quelle exigence cela nous lègue-t-il face à cette responsabilité, s'il y a effectivement un lien entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Et je pense que De Gaulle a raison. Je peux vous l'illustrer très rapidement par quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a profondément marqué. J'ai eu la chance de faire l'école de guerre aux États-Unis. Je n'ai pas fait l'école de guerre en France. J'ai ultérieurement dirigé l'école de guerre en France, mais moi, quand j'étais élève à l'école de guerre, c'était aux États-Unis. Et j'ai vécu cette expérience particulière que tous les Français, après moi, la marine française envoie chaque année l'un de ses officiers faire l'école de guerre, non pas en France, mais aux États-Unis. En fait, elle en envoie un aux États-Unis, un en Angleterre, un en Allemagne, et un an sur deux en Italie ou en Espagne. Et donc, l'année où je fais l'école de guerre, moi, je pars aux États-Unis. Et pendant cette année aux États-Unis, toute l'année, sans cesse, les professeurs dans cette école, dont la mission première est de faire comprendre aux Américains que le monde est plus compliqué qu'ils ne l'imaginent, les professeurs sans cesse se tournent vers le français pour lui demander quelle est sa vision du monde, parce qu'ils savent que la vision du monde du français est intéressante. Donc ça, c'est le premier élément très intéressant. Et le deuxième, c'est qu'à chaque fois, on était 35 étrangers dans la promotion de 250, tous les autres étaient des Américains, et à chaque fois que les étrangers voulaient faire passer un message aux Américains pour leur dire: attendez, on ne pense pas comme vous, vers qui se tournaient-ils pour être leur porte-parole? Vers le français. Je n'ai pas une seule fois pensé que c'était lié à ma propre personnalité. J'ai toujours compris que c'était parce que j'étais le français du groupe, que ce soit dans la vision des professeurs ou dans la vision des autres officiers qui étaient dans ma promotion. Et à mon avis, c'est à mon échelle très modeste une illustration de cette très belle phrase de De Gaulle. Il existe un lien multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et peut-être notre devoir est-il d'entretenir justement ce lien-là. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Beaucoup à vous et bonne continuation d'émission. Merci cher Alexis de nous avoir parlé de ces figures de sainteté, de nous avoir parlé de l'unité de la France. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour répondre à cette question. Aimez-vous votre pays et pourquoi? Nicole est à présent avec nous. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir. Nicole, pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît? Voilà, Bien, c'est fait. petit écho. Dites-nous, Nicole, aimez-vous votre pays et pourquoi? Alors, j'aime mon pays parce que j'ai la chance d'y être née et que c'est un pays aux multiples paysages, parce que je suis française, mais surtout parce qu'on y a appris les droits de l'homme et les belles valeurs, même si dans cette démocratie qui n'est pas parfaite, actuellement, on se bat pour les faire respecter. Mais voilà, c'est là que j'ai appris à tout cela. J'ai rencontré au long de mon parcours de vie, puisque j'ai bientôt 74 ans, des gens très sympathiques, très riches, très pleins d'altruisme. Et voilà, malgré les chaos de la vie qu'on a tous, ces belles personnes qui pouvaient s'exprimer dans leurs actions diverses et variées, dans les associations, dans les animations de jeunes, voilà, ont fait que j'ai aimé d'autant plus mon pays. Mais voilà, je me dis, est-ce que si j'étais un homme ou même une femme en temps de guerre, est-ce que je voudrais, si j'avais la liberté de le faire, me battre pour mon pays et ses valeurs? Parce que tuer, c'est tellement une horreur.
Et ce n'est pas dans notre éducation. Et tu ne tueras pas de la Bible me fracasse aussi, parce que lorsque les guerres arrivent, on réquisitionne moult jeunes et on les envoie au combat dans un enfer indescriptible, traumatisant et contraire aux valeurs. Et les femmes s'y mettent aussi, parce qu'il faut bien un peu aussi être résistante, soutenir le moral des troupes à l'arrière, etc. Mais je me disais que j'aurais bien envie de fuir ailleurs, et qu'ailleurs, il y a aussi de belles valeurs parfois, pas partout. Il y a aussi des communautés chrétiennes fédératrices, des belles personnes à découvrir, et où il y a la paix. Merci, je sais. Nicole. Le monde est un chaos quand même depuis la nuit des temps, et je dirais vulgairement que j'en veux à Dieu qui nous regarde nous battre depuis la nuit des temps, pour des raisons d'économie, de défense de nos valeurs ou d'expansion, enfin plein de choses très mêlées, noires ou blanches. Quel enfer sur terre quand ça s'y met, et cela s'y met trop souvent en route. Nicole, voilà. merci beaucoup pour vos belles paroles et pour cette question. Accepterais-je de me battre pour mon pays? Je n'ai aucune envie de tuer quelqu'un. Je citerai la doctrine sociale de l'Église. Les exigences de la légitime défense justifient l'existence de forces armées dont l'action doit être placée au service de la paix. Ceux qui président avec un tel esprit à la sécurité et à la liberté d'un pays apportent une authentique contribution à la paix. Oui. Et je vous remercie, Nicole, d'avoir posé cette question-là. Quand on est un militaire, on fait partie du matériel, et ça, c'est horrible. Merci, Nicole. On compte plus les morts. Oui, merci d'avoir posé cette question-là, alors que justement, avant-hier, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale et le souvenir de tous ceux qui ont alors donné leur vie. Amiral Loïc Finaz, comment réagissez-vous lorsque vous entendez Nicole se poser cette question-là? D'abord, en répondant que la guerre, c'est toujours violent, laid, terrible, et qui donc il faut toujours chercher à l'éviter. Ensuite, et vous l'avez vous-même dit, c'est justement parce que c'est terrible, violent, laid, horrible qu'il faut l'éviter. Et c'est pour ça qu'on a des forces armées, pour que, effectivement, aucun agresseur n'ait envie de nous attaquer parce que ça lui coûterait trop cher. Donc, il y a dans les démocraties des militaires, d'abord pour éviter, justement, et c'est le cas de la France, que notre pays soit en guerre. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est que non, un militaire, ça n'est jamais du matériel, et un militaire ne se moque pas des morts. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en tout cas pas dans les grandes démocraties. Et c'est d'ailleurs pour cela, et c'est au cœur du processus démocratique, l'armée permet que cette horreur qui est celle de tuer, que Nicole a évoquée, ne soit confiée qu'à un petit nombre pour que les autres en soient libérés. Ça existe depuis très longtemps, hein. Ce sont les grands ordres du Moyen-Âge qui n'étaient pas aussi moyenâgeux qu'on le dit, hein, où vous aviez les oratores, ceux qui priaient. C'est peut-être d'ailleurs ce qui manque aujourd'hui à notre civilisation, c'est qu'il n'en ait pas plus. Il y avait les laboratores, ceux qui travaillaient, c'est-à-dire la majorité des citoyens, et il y avait les bellatores, ceux qui faisaient la guerre, et qui étaient là pour que les autres n'aient pas à le faire. Et ça, c'est au cœur du processus démocratique. Il n'y a pas de grande démocratie qui n'ait pas une armée qui tienne la route. C'est ça qui est le garant d'une démocratie. Et c'est pour ça que les militaires sont les seuls qui ont cette énorme et terrible responsabilité qui est celle de porter la mort pour leur pays. Pour saluer tous les militaires qui défendent leur patrie. On va continuer à en parler ce soir. Nicole, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous appellent toujours au 01 56 56 44 00. Aimez-vous votre pays, chers auditeurs? Pourquoi et qu'est-ce que cela implique dans votre vie? Merci pour vos appels, pour vos témoignages. Il y a quelques instants, un auditeur nous parlait de l'unité du pays malgré les divergences parfois d'opinion. Et c'est pourquoi je vous propose d'écouter quelqu'un qui a eu des opinions bien tranchées mais qui aimait son pays. Jean Ferrat chante « Ma France ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. On peut ne pas partager les opinions politiques de Jean Ferrat,
mais cela n'empêche pas d'admirer sa voix et la beauté de ses paroles dans Ma France. Merci à lui de si bien la chanter, cette France. Merci à tous les auditeurs qui nous parlent ce soir de leur pays, que leur pays soit la France ou un autre pays, toujours au 01 56 56 44 00. Aimez-vous votre pays, chers auditeurs? Pourquoi l'aimez-vous et qu'est-ce que cet amour implique dans vos choix de vie, dans votre manière d'être au quotidien? En particulier, si nous avons des auditeurs qui ne sont pas français ou qui n'aiment pas leur pays, nous aimerions bien les entendre également. Toujours au 01 56 56 44 00. Nous allons dans quelques instants écouter Jean Daniel, mais auparavant, Clotilde Brossolet, vous vouliez réagir aussi à ce dont nous parlions juste avant la pause musicale, l'engagement de ceux qui servent sous les drapeaux pour défendre leur pays, parfois en ayant à tirer sur une gâchette. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays Oui. avec une armée de métiers. Mais les premières, Seconde Guerre mondiale, ont été vécues à l'époque d'une conscription qui était universelle. Et c'était nos enfants qui partaient au front. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur la question de la violence de guerre quand j'étais étudiante en histoire. Et j'ai été très marquée par à la fois l'immense violence qui se dégage au moment de la guerre, mais aussi la beauté de ce qui peut s'y vivre. Et la question, aujourd'hui, le fait qu'on ait une armée de métiers ne pose pas la question de comment rendre illégitime cette violence qui, à un moment donné, est devenue légitime et autorisée. Et comment la rendre à nouveau interdite. Et ça permet à nos pays, aujourd'hui, de vivre en paix, même si certains de nos hommes sont sur des lieux de guerre. Et de continuer à faire vivre cet esprit de paix alors que nous avons des hommes de notre pays qui se battent. Voilà. Merci à eux, encore une fois. Amiral Loïc Funaz. Oui, je voudrais rebondir sur à la fois ce que vient de dire Clotilde et ce que tout à l'heure votre auditrice Nicole disait. Elle disait on ne peut pas même se battre, même pour son pays. Quand on est à la guerre et qu'on se bat, le pays à ce moment-là est plus que jamais quelque chose d'incarné, pour reprendre des mots qu'on a déjà utilisés. On ne se bat pas pour son pays qui serait une notion abstraite. On se bat pour protéger sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis. Voilà pourquoi on se bat. Et c'est ça qui fait que malgré la violence du combat que vous menez, et c'est aussi la légitime défense que vous évoquiez tout à l'heure, Luxil, on se bat pour cela et c'est incarné, ça donne des raisons de se battre. Ça ne rend pas le combat moins violent et moins laid, mais ça le légitime malheureusement. Mais évidemment, entre un pays qui en agresse un autre et un pays qui se défend, c'est pas du tout la même posture. C'est pas du tout la même posture. On ne peut pas aujourd'hui reprocher aux Ukrainiens de tuer dans les combats qu'ils mènent contre l'agresseur russe, quel que soit, et je partage votre vision, quel que soit l'amour qu'on peut avoir par ailleurs pour la Russie. Mais c'est autre chose, et tout mélanger d'ailleurs, c'est un peu dommage. Mais je veux dire, les Ukrainiens aujourd'hui, ils se battent pour défendre leurs femmes et leurs enfants. Et c'est totalement concret. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour nous entendre dans l'Évangile après-demain. Moi, je remercie encore une fois Nicole d'avoir osé poser cette question-là ce soir. Et je crois que c'est aussi un devoir de se la poser lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. En effet, je me la suis posée aussi, car on entend à la télévision russe des personnes qui disent qu'après l'Ukraine, il faudra aller en Moldavie, il faudra aller en Pologne. Et je me suis demandé, alors, bon, si c'est l'Ukraine qui envahit, c'est loin, j'y vais pas. Mais si c'était la Pologne, est-ce que j'irais? Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je remercie ceux qui m'ont aidé à me poser cette question. Je remercie Jean-Daniel aussi qui nous rejoint depuis Caen. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Lucie Maillard, bonsoir Clotilde, bonsoir Amiral. Merci Jean-Daniel d'être avec nous. Aimez-vous votre pays? J'adore la France. J'adore mes racines séculaires. Je suis français, breton, palois, parisien, vosgien, normand. Et j'adore la France. Mais au-delà, aujourd'hui, j'aimerais avoir la nationalité européenne. Parce que c'est De Gaulle qui a créé l'Europe, ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour moi, la langue européenne devrait être la langue française. Et je vais peut-être choquer dans mes propos, vous me coupez si je vais trop loin,
Pour moi, la guerre Russie-Ukraine est un échec de l'Europe. Je m'explique. De Gaulle, quand il voulait créer l'Europe, il voulait la créer de la pointe du Raz jusqu'à l'Oural, en incluant une partie de la Russie. Et géographiquement, on est plus proche de la Russie que des États-Unis. Et c'est un échec de l'Europe. Jean-Daniel, merci pour vos belles paroles de ce soir. Vous aimez la France, car la France a créé l'Europe. Vous aimeriez avoir une nationalité européenne. Peut-être que des auditeurs auront sur ce sujet des avis différemment passionnés, mais je vous remercie, Jean-Daniel, d'en avoir parlé. Évidemment, on pense à l'histoire de France et à ces époques où l'on a fait vivre dans un même pays des personnes de cultures très différentes, car entre la Provence et la Bretagne, ou entre la Bretagne et l'Alsace, il y en a des différences peut-être similaires à celles qui, peut-être d'une même nature que celles qui distinguent aujourd'hui la France du Portugal ou le Portugal du Danemark. Jean-Daniel, merci pour cet espoir partagé ce soir. Clotilde Brossolet, qu'aimeriez-vous lui répondre ? Merci à vous. Voilà, moi je ne suis pas du tout attachée à l'idée d'avoir une nationalité européenne, mais ça dépend de quelle Europe on parle. Si on parle de l'Union européenne, je ne me sens pas du tout attachée viscéralement, charnellement à cette Union européenne. Voilà, espèce de grand machin qui en plus aujourd'hui me semble un peu en faillite et très éloigné d'ailleurs des Européens. Voilà, je me retrouve pas dans la Commission européenne pour être quasiment caricaturale. En revanche, oui, je me sens issue d'une civilisation européenne, mais en fait qui est plutôt appuyée pour moi sur trois villes, 3 cités, Rome, Athènes, Jérusalem, et donc peut-être plus large que l'Europe telle qu'on la définirait aujourd'hui, continentale, mais une Europe qui à un moment a eu ses racines dans le bassin méditerranéen, et avec un ferment de civilisation issu du droit, de la conception de la personne humaine. Là, oui, je me sens européenne, mais toutefois, moi j'ai vécu en Belgique, et pourtant on partage la même langue, j'étais à Bruxelles, j'ai vécu 1 an et demi à Bruxelles, mais je me suis jamais sentie autant française qu'en étant à Bruxelles, alors nous sommes très proches. Mais bien parce que, déjà dans ma manière de marcher dans la rue, les gens disaient « Oh, ça doit être une Française, celle-là, elle respecte pas le bonhomme rouge. » Voilà. Puis voilà, il y a peut-être de cet ordre-là. Parce que au printemps, quand il commence à faire beau, à 16h, tout le monde est à la terrasse d'un café, quelles que soient les générations, en train de boire sa première bière en terrasse. Ce ne sont pas du tout des pratiques que nous avons en France, un peu dans le nord de la France, parce qu'il y a des zones de contact. C'est tout l'intérêt de la frontière. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Il faut des frontières pour qu'il y ait des zones de contact, de rencontres. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de rencontre possible, à mon avis. Pas de limite, pas de rencontre. Mais voilà, moi, je ne me sens pas européenne. Au sens de la civilisation, oui. Pas au sens de l'institution européenne. Amiral Loïc Finas. Alors là, pour le coup, je suis en décalage par rapport à Clotilde et la réponse qu'elle a faite. Mais c'est compliqué et ce sont des sujets qu'il est difficile d'aborder en quelques mots. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur la différence entre pays, État, peuple et nation. Je crois qu'un pays, c'est un pays, la France est un pays, et l'Europe n'est pas un pays. En revanche, est-ce que l'Europe pourrait être une nation ? Si vous en revenez à la très très belle définition qu'on a déjà évoquée de nation par Renan, et il dit quoi Renan ? D'abord il dit c'est pas une affaire de race, de géographie, de langue, d'intérêt commun, et il dit c'est un héritage commun de bonnes et de mauvaises choses que l'on accepte, et ensuite il dit et c'est la volonté d'avoir un destin ensemble et de construire ensemble. Eh bien, si vous achetez, et je suis assez tenté de le faire, cette très très belle définition de la nation, et indépendamment des déceptions que les instances européennes d'aujourd'hui peuvent nous causer, indépendamment de ça, si vous achetez cette définition de la nation, à ce moment-là, moi je pense que l'Europe est une nation. Et j'aimerais faire partie d'une vraie nation européenne. Et je serais heureux que mes enfants aient une carte d'identité européenne. Mais là, on parle de nation. On ne parle pas de pays. Oui. Et je suis convaincu que dans cette Europe-nation, il y aurait toujours une place, et probablement même plus belle encore et plus intéressante pour nos pays, qui du coup seraient débarrassés de leur nationalisme stupide, de leur poids étatique et d'un certain nombre de contingences qui pour moi sont des
pollution. Et je ne pense pas que les notions de pays et de nation soient antinomiques dans des ensembles où, pour le coup, il n'y aurait pas cette conjonction comme en France du pays, la nation, du peuple et de l'État. Et donc, est-ce que moi, j'aimerais vivre dans une nation, une grande nation européenne au sens de Renan? Ma réponse est clairement oui. Est-ce que cela serait une attaque à ce pays que j'aime, la France? Sincèrement, je ne vois pas pourquoi. J'entends la difficulté qu'il y a ce soir à parler du sentiment d'appartenance à la France et à l'Europe. Et j'ai encore cette tentation de le transposer aux régions. À quelques mètres d'ici, de nos studios, il y a le siège de l'Union des sociétés bretonnes d'Île-de-France. Je vois Clotilde qui rit. Oui, parce sérieux, que je vous retrouve bien, Louis Auxil. Parce que il y a un siècle, venaient des Bretons en Île-de-France pour travailler à l'usine. Ils ne parlaient pas français. Ils n'avaient pas de toit. Ils cherchaient une entraide. Et s'il y avait eu la radio à cette époque, peut-être aurait-il fait des émissions pour dire oui, mais est-ce que j'ai envie d'avoir la nationalité française? Est-ce que la France est une nation, un peuple, un pays? Et je me demande si dans 100 ans, s'il y a encore un studio de radio ici, on demandera à des auditeurs « Aimez-vous l'Europe ?» Qu'est-ce qui fait que vous l'aimez? Quelle est la vocation de l'Europe? Comme ce soir, nous leur demandons, je le redis, aimez-vous votre pays? Quelle est la vocation de votre pays, d'après vous, chers auditeurs? Pourquoi l'aimez-vous? Pourquoi peut-être ne l'aimez-vous pas? Et qu'est-ce que cet attachement peut-être implique dans vos choix de vie, au quotidien ou sur le plus long terme? Merci à tous ceux qui continuent à témoigner, toujours au 01 56 56 44 00. Peut-être que votre pays c'est la Bretagne ou l'Alsace, mais si c'est cette définition que vous avez, vous pouvez aussi nous répondre par là même. Toujours au 01 56 56 44 00. On continue. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Dans un instant, on va rebondir dessus juste après, Amiral. Merci. Et j'ai toujours le plaisir d'être avec Clotilde Brossolet, directrice éditoriale de Première Partie et auteure de cet ouvrage catholique de tous les partis. Engagez-vous chez MAM, ainsi qu'avec l'amiral Loïc Finaz, à qui nous devons également plusieurs ouvrages. La liberté du commandement, ou encore ce roman La houle s'en allait au levant, aux éditions des Équateurs. Et avec vous tous qui nous appelez pour nous dire à quel point vous aimez ou pas votre pays, chers amis, chers auditeurs, quel que soit votre pays. Si vous avez le sentiment que votre pays c'est la France ou un pays voisin, si vous pensez avant tout peut-être à une région ou à l'Europe, dites-nous si vous l'aimez, pourquoi, si vous ne l'aimez pas. Également, qu'est-ce que cet attachement vous entraîne à choisir au quotidien? 01 56 56 44 00. Amiral, je vous ai coupé alors que vous vouliez réagir à ce que je disais juste avant la pause. Oui, non, je voulais simplement dire que j'espère qu'avant la fin de cette émission, des auditeurs, et si ce n'est pas eux qui le font, ça sera à nous de le faire, nous parlent de ce qu'ils n'aiment pas dans notre pays. En tout cas, si ce n'est pas le cas, moi je vous dirai des choses que je n'aime pas dans ce pays. Eh bien, je crois que cela va peut-être être le cas avec Maryse qui nous appelle de Paris. Bonsoir Maryse. Oui, bonsoir Louis Auxil. Bon, j'adore ma France. La diversité des paysages, la mer, la montagne, etc., la gastronomie. Mais le français se sent un peu... Enfin bon, bref. Le français à l'étranger, quand on voyage, j'ai eu parfois honte de dire que j'étais française. Parce qu'ils ne voyagent pas beaucoup, mais quand ils voyagent en voyage low cost, eh ben le français se conduit un petit peu comme un gros bourrin, quoi. Et il vole, il chaparde et il n'est pas très poli. Oh bah pas moi. J'essaye de l'être. Maryse, merci beaucoup car au bout d'une heure d'émission, nous avons donc quelqu'un qui nous parle de le nombril du monde. Mais quand je suis arrivée en bateau vers la Barbade, j'ai traversé l'Atlantique, il y avait un véliplanchiste, il a vu le drapeau français et il nous a dit « Vous êtes Sénégalais ?» Parce qu'on croit qu'on... Nous, Français, tout le monde sait où est la France, mais pas du tout. Nous, les Français, enfin bon, les gens ne savent pas. Même un Américain, la plupart, c'était à l'époque, c'était en 87. Ça a peut-être évolué depuis. Mais le mec, il dit, oui, il y a le Sénégal qui n'était pas loin. Effectivement, on avait fait la traversée. Mais il nous a dit, vous êtes Sénégalais, mais vous n'êtes pas noirs pourtant. Bon, bref, on a bien rigolé. Mais on croit que tous les gens du monde entier savent où est la France. Enfin, je vous parle des années 86. Là, ça m'avait marqué.
Mais en fait, les gens ne savent pas trop où est la France. Hein. Maryse, merci. Nous, on croit qu'on nous connaît, mais c'est pas forcé. Hein. Maryse, merci pour vos paroles de ce soir. Merci de pointer que l'attachement à son pays, l'amour de la patrie, en particulier lorsque l'on est un bon Gaulois bien bourrin, comme vous dites, Maryse, a des limites et que cela ne doit pas nous faire oublier l'humilité. C'est un peu ce que j'entends dans vos paroles, Maryse. Amiral Loïc Finas, je ne sais pas si c'est là un exemple de ce que vous attendiez à entendre ce soir en pensant aux limites qu'il y a à l'attachement à la patrie. Vous qui avez voyagé peut-être aux Barbades aussi, je l'ignore, que ressentez-vous en entendant Maryse ce soir ? Non, je crains qu'effectivement on puisse parfois déplorer l'image que les Français donnent de notre pays à l'extérieur, mais très honnêtement, ils ne sont pas pires que les Allemands ou les Chinois. Donc là-dessus, je crains que beaucoup de peuples se rejoignent dans leur travers. Qu'en revanche, on soit convaincu que tout le monde nous connaît, nous apprécie. Non, c'est évidemment un sentiment qui est totalement erroné. Mais bon, je ne pensais pas à ça en pensant aux gros défauts de notre pays. Mais c'est vrai que si chaque Français, lorsqu'il quitte nos frontières, pensait que l'image qu'il donne est importante et s'attachait à donner une meilleure image que ce qui est parfois donné, j'en serais plutôt heureux. Oui. À quoi pensiez-vous alors, comme défaut ? Au défaut, je suis triste que ce pays soit un pays de gens depuis toujours, jaloux et envieux. Et c'est en fait un travers français très ancien, puisque c'est la jalousie gauloise. Et je regrette qu'on ne nous raconte pas cette histoire très intéressante dès l'école, parce qu'à mon avis, elle résume tout ça. On nous parle tous d'Alésia et de la défaite de Vercingétorix face à César à Alésia. Et plus ou moins, on se rappelle que Vercingétorix s'est enfermé dans Alésia avec 70 000 Gaulois et qu'il a autour de lui César avec 70 000 soldats romains. Et à la fin de l'histoire qu'on nous raconte, ce sont les soldats romains qui l'emportent. Ce qu'on oublie de dire, c'est que autour des 70 000 soldats romains qui encerclent les 70 000 Gaulois qui sont dans Alésia, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 230 000 soldats gaulois, et qui sont des vrais soldats, et qui sont des bons soldats, qui encerclent César. Donc en fait, César, il est pris en tenaille entre les 70 000 soldats de Vercingétorix dans Alésia et les 230 000 Gaulois qui l'entourent. Et il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien ? Parce qu'à la fin de l'histoire, les 230 000 Gaulois autour de César s'en vont, n'attaquent pas César, parce que ça les embête d'aller aider ce beau et jeune chef Vercingétorix qui, s'il l'aide, risque de devenir leur patron à tous. Et ça, c'est un bon exemple de cette jalousie gauloise qui, à mon avis, pourrit les relations sociales dans ce pays depuis des siècles. Je ne crois pas que la lutte des classes, je ne crois pas que ce sentiment d'envier en permanence les autres, je ne crois pas que cette incapacité à saluer la réussite et de se réjouir de la réussite des autres, ce soit quelque chose qui permette à un pays de grandir, à une société d'être harmonieuse. Et je pense que cette jalousie gauloise conchit les rapports sociaux dans la France depuis toujours. Et à mon avis, c'est l'un des pires travers, si ce n'est notre pays, en tout cas de notre peuple. Nous devrions peut-être consacrer une émission au thème de la jalousie et de l'envie pour penser les blessures de la défaite d'Alésia. Clotilde Brossolet. Disons qu'elle serait triste, cette émission. Elle serait terriblement triste. Mais pas forcément, nos auditeurs peuvent avoir des ressources pour répondre à des sujets inattendus, Clotilde. Que vous inspire le témoignage de Maryse qui nous parle des limites qu'il peut y avoir à la fierté d'appartenance à son pays, à l'attachement à la patrie, et puis un peu d'humilité qu'elle regrette que nous n'ayons peut-être pas assez. Alors, j'ai énormément de mal à avoir une image globale des Français. Là-dessus, j'ai du mal. Vous parliez des Français, Maryse, à l'étranger qui ne se comportent pas très bien. Certes, j'avais envie de... Elle n'a pas parlé des Américains, mais moi j'ai été choquée par l'attitude de certains Américains. Voilà, donc je pense que c'est partout pareil, il y a des abrutis partout. Je découvre cette lecture de l'histoire de France à travers la jalousie et j'avoue que je suis curieuse, donc mon cerveau commence à bouillonner sur le sujet.
j'ai envie de dire, peut-être que j'aime la France plus que les Français, mais les Français de chaque époque ont des bonnes raisons d'être pénibles aussi. C'est aussi peut-être parce que le Français est révolté, qu'il aime la politique et que je l'aime et que je m'y retrouve et que il passe son temps à râler, mais s'il râlait pas, ça voudrait dire qu'il serait satisfait. En tout cas, vous voyez qu'on retrouve ce distinguo entre pays, peuple, Exactement. nation, État. Voilà. Gardons-nous aussi peut-être de généraliser. Non, mais moi, Ce j'aime n'est pas les parce que- élites françaises aujourd'hui. C'est pas parce que l'on C'est plus simple. rencontre une personne que toutes les personnes de la même nationalité, du même pays, du même peuple se ressemblent. Moi, j'aurais une autre histoire à vous raconter. Maryse, ayant pu travailler il y a longtemps, dans une autre vie quasiment, en Tunisie, avec des personnes qui votaient plutôt dans un bord où on regrette énormément la colonisation. Je me suis retrouvé à Bizerte, où il y a eu une base navale française, Menzel Bourguiba plus exactement, et donc avec des personnes qui pensaient que parce que nous étions dans une ancienne colonie, un ancien protectorat pour être plus précis, il fallait absolument faire profil bas, à la limite ne pas parler français trop dans la rue. Et voilà que nous parlions quand même français à demi-mot, donc, et un monsieur très âgé, au sourire édenté, ridé, nous entend parler français, il se retourne, il se met au garde à vous devant nous et nous chante la Marseillaise. Avec un accent berbère tunisien bien prononcé, mais une fierté immense dans le regard de croiser des Français et de leur chanter la Marseillaise. Alors nous l'avons laissé chanter, je me chantais un peu avec lui, et puis je lui ai demandé, mais pourquoi ? Et il se souvenait d'avoir combattu les armées de Rommel aux côtés des Français. Et il y a donc, dans les rencontres que l'on peut faire à l'étranger, aussi des regards de bienveillance, des regards d'amitié quand on est français. Et je voulais vous le raconter, Maryse. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et de nous avoir invités à l'humilité. Nous accueillons maintenant Laurent depuis Bois-Colombes. Bonsoir Laurent. Laurent, m'entendez-vous ? Oui, vous m'entendez ? Formidable, Laurent, je vous entends. Aimez-vous votre pays, Laurent ? Alors, c'est un petit peu compliqué. Donc, je suis un Français de souche, de très vieille souche. Mon arrière-grand-père a fait Verdun. Mon grand-père a vu son frère mourir pendant la deuxième. Mon père a fait l'Algérie. Et moi, j'ai fait un conflit aussi. Maintenant, la société évolue énormément. Donc, je ne suis pas d'accord avec les propos de l'amiral, entre autres. Il a parlé, par exemple, des violences policières en France. Bien sûr, il y a eu des violences policières inacceptables en France, spécialement dans les manifestations de Gilets jaunes, où il y a quand même eu 128 œils crevés et des mains coupées. Donc je ne sais pas si M. l'amiral a été dans les manifestations, voir ce qui se passait. Et j'ai vu la police française taper sur des personnes âgées, sur des jeunes aussi. Donc moi, ça, je l'ai vu de mes yeux. Donc je suis un petit peu vexé par les propos de l'amiral. Je ne sais pas dans quel monde il vit. Ensuite, l'Europe, je voudrais quand même rappeler que les Français n'en voulaient pas. L'espace Schengen, les Français ont dit non, et ça a été de manière autoritaire qu'on nous a mis dans l'Europe. Moi, j'ai un petit peu une perte d'identité par rapport à mon pays. Et puis, je voudrais dire aussi, si demain il y avait un conflit massif, qui irait pour se battre pour la France, à savoir qu'il reste 20 ou 30% de Français de souche. Est-ce que les 70% de Français d'origine variée iraient se battre pour la France ? Ça, c'est une question qui est importante. Est-ce qu'on pourrait supporter, par exemple, un combat de haute intensité, comme il se passe en ce moment en Ukraine ? La réponse est non. Et puis, pour M. l'amiral, je voudrais lui dire aussi que on a supprimé l'armée française, ça c'est un fait, on n'a plus énormément de moyens. Donc, écoutez, moi j'ai vécu assez longtemps à l'étranger. Je pensais même finir ma vie à l'étranger parce que j'étais déçu de ce qui se passait dans mon pays. Et finalement, je suis revenu en France parce que je vais mourir là, je suis né là. Mais voilà, donc j'ai un sentiment un petit peu mitigé. Et en ce qui me concerne, monsieur l'amiral, moi je n'irai plus mourir pour la France parce que je considère que c'est assez délétère dans ce pays-là. Et nous avons une perte de valeur culturelle aussi. Moi, je suis chrétien. Je voudrais rappeler que dans notre pays, la moitié des églises ont été pillées, vandalisées, et que l'État n'a pas dit mot sur ça. Donc, je suis aussi un peu révolté par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Laurent, et je vous remercie de l'avoir dit. Je suis sûr que des auditeurs se retrouvent un petit peu dans
le désarroi que vous avez, merci d'en avoir fait part, merci. Mais Oui, je vous souhaite une bonne soirée. merci beaucoup. Laurent, moi je m'interroge en vous écoutant parce que vous parlez de l'amour de votre pays, de la nécessité de le défendre en cas de besoin, en cas de conflit de haute intensité, puis vous nous dites, mais moi je n'irai pas. Alors forcément, je m'interroge et je me dis, mais qu'avons-nous fait pour que même ceux qui, comme vous, témoignent de leur attachement à la patrie, même si vous engagez pour cela de différentes manières, vous allez des manifestations, et c'est un engagement. Et qu'avons-nous fait pour que ceux qui témoignent de l'amour de leur patrie baissent les bras au moment où se pose la question de savoir s'il faudrait y aller ou pas? Amiral Loïc Fénaz. Oui, cher monsieur, je n'ai pas l'intention de relever tous vos propos. Je voudrais juste vous dire, en espérant que cela vous rassurera, que d'abord, l'armée française n'a pas disparu et que, heureusement, par cette armée française et par un certain nombre de nos citoyens, de souche ou pas de souche, d'ailleurs je ne sais pas très bien ce que ça veut dire de souche, rassurez-vous, l'armée française est là et il y a toujours des citoyens qui, eux, quelle que soit la vision que vous avez de la France et quelle que soit votre posture ou vos déceptions, se battront pour vous défendre, vous. Merci, Amiral. Clotilde Brossolet. Oui, je crois que se battre pour la France, être prêt à mourir pour la France, ne peut pas se résumer à se battre pour ce qu'est la France aujourd'hui à l'instant T. Et évidemment que la France connaît une période de crise quasi existentielle, mais c'est une crise qui est partagée par l'ensemble des pays occidentaux. J'avais envie de vous renvoyer à un livre qui est sorti en 2017 au moment des attentats par une philosophe qui s'appelle Alexandra Laniel-Lavastine, que j'avais trouvé passionnant à l'époque, qui s'appelle « Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ?» Et il y avait quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle part du constat de Murray, aux djihadistes, en disant « Méfiez-vous du courroux de l'homme en Bermuda. Nous sommes devenus des homo festivus qui ne pensons qu'à nos loisirs et nous avons perdu tout sens de la transcendance. » Et face à nous, il y avait un terrorisme islamiste animé par une transcendance qui lui permettait d'aller jusqu'à l'extrême de la violence. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que nous puissions résumer notre pays à cette crise de fin de régime, de fin de civilisation dans laquelle nous sommes. Et peut-être que justement, si nous sommes encore prêts à mourir pour notre pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous anime. Nous avons encore, si vous avez parlé de votre foi, de cette transcendance qui nous anime, et nous savons que la France ne se résume pas à ces 30 dernières années, mais bien à une histoire qui est pluriséculière, à une littérature, à une langue qui a été partagée par d'autres peuples qui sont venus, des personnes issues d'autres peuples qui sont venus, qui s'y sont agrégés. Et je crois que c'est pour ça qu'il faudrait être encore prêt à se battre. Bien sûr que l'identité de la France est peut-être en train de se déliter. Oui, mais en fait, c'est une difficulté qu'on rencontre dans tous les pays occidentaux. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous n'avons plus d'espérance au point de se dire que la France se résume à cette crise dans laquelle nous sommes? Moi, je ne crois pas. Merci beaucoup. Bon, et puis que mes propos soient clairs, cher monsieur, je suis, moi, prêt à me battre pour vous défendre, et heureusement, je ne suis pas le seul. Amiral, quelles que merci. soient vos pensées. J'aimerais en dire autant, mais personne ne m'a jamais appris à tenir une arme, et je suis prêt à m'y former s'il le faut. Laurent, merci encore d'avoir témoigné ce soir du désarroi qui est peut-être celui de beaucoup d'auditeurs, et j'entends dans vos paroles ce besoin d'unité malgré les divergences que l'on peut avoir dans des choix. Il y a l'Europe, en effet, dont on sait à quel point la construction est contestée, y compris la manière dont elle a été décidée. Il y a cette expression français de souche. Je me souviens d'une conversation à Sciences Po où on m'accusait d'utiliser cette expression. Alors je l'ai transformée en novlangue en disant disons français sans ascendance migratoire connue, et cela a très bien fonctionné. Merci d'avoir parlé de ces violences policières qui effectivement peuvent interpeller. Cher Laurent, permettez-moi de vous raconter tout simplement qu'aujourd'hui, je me suis promené dans Paris cet après-midi. J'ai la chance de travailler surtout le soir, et je me suis promené avec une lointaine cousine dont la famille a quitté la France il y a 150 ans, et qui vient en France une fois tous les 10 ans. Et je l'ai emmené à Saint-Germain-des-Prés, puis à l'Arc de Triomphe. Pourquoi à Saint-Germain-des-Prés? Parce que c'est une église emblématique qui vient d'être entièrement restaurée, y compris avec les subventions de l'État. Alors que vous disiez que toutes les églises sont saccagées et que l'État ne fasse rien, je pense qu'il faut être prudent à ce sujet. Et puis ensuite, pourquoi l'Arc de Triomphe?
parce qu'elle a un ancêtre dont le nom est inscrit dessus, alors qu'elle-même, elle ne vit plus en France. Sa famille ne vit plus en France depuis 150 ans. Bien, tous les 10 ans, elle revient voir l'Arc de Triomphe et revoir si le nom de son ancêtre est toujours gravé dessus. Je crois que la France est un peu aussi cela. Elle s'en fiche des violences policières, elle s'en fiche de l'Europe, elle s'en fiche de français de souche ou pas de souche. Ce qu'elle veut se connaître, même si elle ne parle elle-même plus un mot de français, c'est vérifier que l'histoire de son pays est toujours là et vérifier qu'on l'entretienne. Merci à elle de me donner l'occasion de rendre ce soir ce témoignage. Et s'agissant des églises ou d'autres sujets, je crois aussi, cher Laurent, que parfois certains veulent faire commerce de la division. Et puisque nous parlions en début d'émission de l'unité, ne laissons pas ceux qui veulent faire ce commerce-là nous diviser, vérifions un peu ce qu'ils nous disent et sachons garder sur tous ces sujets un peu de la hauteur de vue qu'être chrétien devrait nous inspirer. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler, toujours au 01 56 56 44 00. Je continue à donner le numéro alors que vos appels sont déjà si nombreux qu'on pourrait tenir jusqu'à une heure trop avancée de la nuit. Nous vous demandons ce soir tout simplement si vous aimez votre pays. Quel est votre pays, si vous l'aimez? Quelle est d'après vous, quelle devrait être sa vocation? Et qu'est-ce que l'attachement que vous avez à ce pays implique dans vos choix de vie? Jusqu'où iriez-vous pour l'aimer, pour le défendre, par exemple? Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. Nous allons à présent prendre le temps d'une nouvelle petite pause musicale avec une chanson beaucoup plus récente qui nous parle du déracinement, qui nous parle du détachement de la terre de ses ancêtres. Et je pensais voir dans les paroles de cette chanson quelque chose de plus universel, une pause musicale qui ne nous parle pas que de la France. Mais votre témoignage, Laurent, me dit que peut-être nous pourrions être amenés à la chanter aussi. Claudio Capéo chante Mon pays, on l'écoute. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Claudio Capéo doit dire adieu à son pays, mais moi je dis bonjour à tous les auditeurs qui nous appellent nombreux ce soir pour nous parler de leur attachement à leur patrie. Merci à vous tous pour vos magnifiques appels. Nous allons dans quelques instants écouter Marie de Paris, mais auparavant, Amiral, je crois que vous vouliez nous dire quelques mots de la langue française qui nous rassemble, en particulier dans une radio où la langue est indispensable. Oui, le sujet s'impose probablement, mais au-delà des imposés, je pense très sincèrement, très profondément, en tout cas c'est plus que je le pense, je le ressens, que la langue française est l'une des grandes beautés, c'est pas la seule, mais l'une des grandes beautés de ce pays, de ce peuple, de cette nation. Et à mon avis, c'est l'une des choses qui fait aimer la France. C'est tellement l'une des choses qui fait aimer la France que ceux qui en douteraient peuvent lire un très très beau livre qui s'appelle La traversée des fleuves de George Goldsmith. George Goldsmith était un petit garçon juif de confession protestante, parce que sa famille avait abandonné la religion juive quelques générations avant, mais qui, évidemment, comme juif dans l'Allemagne hitlérienne, est en danger. Donc ses parents l'envoient en France, via l'Italie puis en France. Et il raconte tout ça dans ce très beau livre qui s'appelle La traversée des fleuves. Et il raconte ces choses très émouvantes. Le petit garçon, je ne sais plus s'il a 5 ans, 8 ans ou 10 ans, mais enfin, il a à peu près cet âge-là, où dès qu'il arrive en France, très vite, il comprend et il dit cette langue française qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il découvre, et il comprend que cette langue va être son pays. Et je crois que cette association entre une langue et un pays peut aller aussi loin que ce que raconte Goldsmith en disant, d'un seul coup, il comprend qu'il va habiter cette langue, et c'est cette langue qui va devenir son pays, et il devient français par la langue. Sa géographie est linguistique. Je pense que son témoignage est bouleversant et très beau. Je pense qu'il est profondément vrai. Et très honnêtement, je suis convaincu, moi, que l'une des plus belles choses qui soit dans ce très beau pays, par ailleurs, pour des tas de raisons, c'est la langue française. Je pense que la langue française est d'une immense beauté. Alors évidemment, quand c'est un Français qui le dit, oui, ça peut paraître suspect, mais j'assume cette suspicion qui pourrait peser sur moi. Je pense que la langue française est une langue d'une infinie beauté. Et que, je ne sais plus qui disait, et ce genre de phrase est toujours un peu idiote, mais pas inintéressante, hein, s'il y a un génie français, il est littéraire. Je crois que c'est assez vrai. Clotilde Brossolet, qu'en dites-vous? L'éditrice que je suis ne peut qu'approuver. Il n'y a rien de plus beau. Et ce que j'aime dans cette langue française, c'est que à la fois elle se lit à haute voix, et elle se murmure, elle se chante en fait. Et je voudrais juste vous lire la plus belle phrase de la littérature française pour moi. Je la connais par cœur, mais j'ai besoin de la lire toujours. Voilà, c'est Flaubert, c'est Incipit de Salammbô. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. C'est le début du roman. Ouais, on ne peut rien dire de plus. Alors vous pouvez lire ce que Jeanne d'Arc dit sur les jardins de son père. C'est encore plus beau.
Alors, je vais y aller. Nous avons dans cette émission, chaque premier vendredi du mois, une émission de lecture. Peut-être pourrions-nous un prochain soir choisir pour thème quelle est d'après vous la plus belle phrase de la littérature française. En attendant, je vous propose d'écouter Marie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, vous parliez de la langue française. Hier, il y a quand même des personnes qui ont réagi pour le franc anglais qu'on met dans le Petit Robert et dans le Petit Larousse. Voilà. Bon, alors, Et tout ça n'est qu'une question de points au Scrabble, hein, c'est tout. Oui, mais bon, petit à petit, on grignote le beau français, oui. À nous de l'entretenir. Marie. Oui, alors, j'avais déjà l'occasion d'échanger avec Clotilde au mois de septembre-octobre. Je me souviens très bien. Oui, sur l'engagement, on va dire, politique, qui peut se faire de façon tout à fait discrète et... Alors, moi, j'ai hésité à appeler, puis je me suis dit, je vais quand même réagir. Et puis, c'est bien, justement, qu'il y ait les échanges entre les uns et les autres. En ce moment, la France, comme d'autres pays, est à un tournant. Et si la France, là, vit certains remous, j'ai souvent pris mon courage à deux mains et je fais du terrain. Et des gens d'opinions différentes, de tendances, de catégories différentes, il y avait tous le même sentiment, aimer la France et aimer ce que les générations d'avant ont construit. Et on construit quand on était admiré, et il faut le sauver, et on est encore admiré pour notre système social, de santé, d'éducation, qui depuis une trentaine d'années, on a petit à petit dépecé tout cela. Et en ce moment, même des jeunes, des gens plus âgés, ne veulent pas voir la France dépecée, diluée, dans cette mondialisation folle qui est, à mon avis, en train de créer des réactions qui sont saines. Et la France avait un bon système éducatif, on nous l'a abîmé. On a même appris depuis, puisque nous sommes le 10 mai 81, depuis une quarantaine d'années dans l'éducation, quand on disait qu'on aimait la France, on détournait ça en nous traitant de nationalistes. Ce n'est pas ça, aimer la France. Voilà. Et les gens sentent qu'il y a des choses pour lesquelles il faut lutter. Et c'est une guerre intérieure qu'on est en train de faire actuellement. Et ça vient aussi de certains dirigeants. Voilà. Et il y a eu le couronnement de Charles III. Et cette cérémonie était saisissante. Et à un moment, il dit... Je vais servir mon pays. Et c'est cela qu'il faudrait rappeler, dans le bon sens du terme. Voilà. Et voilà, je trouve que la France, ce n'est pas n'importe quel pays. Et la France n'a pas à être diluée avec des valeurs qui bafouent ce qu'est la France. Et je pense qu'il va y avoir peut-être des choses difficiles, mais les Français se rendent compte de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils ont et qu'ils se voient se déliter et se tiers-mondiser. Merci Marie pour l'essoufflement dans lequel vous nous dites tout cela, qui nous dit tout de votre sincérité et de l'importance que ces mots ont pour vous. Marie, merci pour cette parole. L'amour de la patrie, il est intérieur. C'est ce mot d'intériorité qui me marque dans tout ce que vous nous dites. Merci pour ce que vous faites à votre manière au service de votre pays. Clotilde Brossolet, que vous inspirent les paroles de Marie ? Une anecdote, mais qui est plus qu'une anecdote, qui est véritablement une rencontre. Au moment des Gilets jaunes, les auditeurs le savent, j'ai été beaucoup à la rencontre des Gilets jaunes, essentiellement à Paris, parce que j'habite Paris, donc, en région parisienne, donc c'était plus facile. Mais j'ai une rencontre extraordinaire avec deux dames d'un certain âge. Elles me faisaient rire parce qu'elles manifestaient en étant en chaussures à talons. Alors je me disais quand même, avec les gaz lacrymaux qui partent de partout, je ne sais pas comment elles vont courir. Enfin, elles avaient un look assez rigolo, un peu décalé. Et puis, je commence à discuter avec elles. Je leur dis, pourquoi vous manifestez ? Puis elles ont commencé à parler du système éducatif. Et elles m'ont dit toutes les deux qu'elles en avaient assez de la manière dont l'histoire était enseignée à leurs petits-enfants. Et donc, elles avaient monté quelque chose de l'ordre de la résistance intérieure. Et elles reprenaient toutes les leçons d'histoire pour les refaire pour leurs petits-enfants. Et toute cette histoire déconstruite que moi j'ai connue quand j'enseignais, où justement on ne met plus en évidence qu'une histoire des minorités et pas de quelque chose qui nous permet de vivre ensemble, mais qui exalte justement les différences.
Et ben elle reprenait tout ça. Elle me dit, on fait de l'histoire comme nous, on nous l'a appris. Merci. Clotilde, merci encore à vous. Marie, amiral Loïc Finas, que vous inspirent les paroles de cette auditrice qui est engagée en politique? Elle a la pudeur de ne pas nous dire ce soir pour quel parti. C'est vrai que ce n'est pas une émission politique, et donc je l'en remercie. Est-ce qu'aimer son pays, c'est s'engager, que ce soit dans son quartier, dans sa ville, dans une association ou dans un parti politique? Je crois que aimer son pays, aimer une cause, aimer quelqu'un nous pousse effectivement et doit nous pousser à l'engagement lorsque l'on considère que nous sommes dans des temps de désarroi. Et donc la réponse... Vous avez deux réponses vous avez trois réponses face aux problématiques du monde. La première réponse, c'est la fuite. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse. Alors, c'est une réponse qui fait que certains deviennent célèbres et des héros parce qu'on dit ils ont beaucoup bougé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais ce sont des fuites. Je ne pense pas que ce soit des réponses qui améliorent le monde. La deuxième réponse, et celle de trop de gens, mais heureusement pas de tout le monde, c'est une destruction plus grande encore. Ça va déjà mal, eh bien, œuvrons pour que ça aille plus mal encore. Et puis, il y a la réponse que malheureusement, dont les médias ne parlent pas assez, qui est celle, heureusement, de beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui existent partout, dans toutes les strates de la société, dans tous les secteurs de la société, et qui se disent, eh bien, je vais agir pour que dans mon périmètre à moi, celui sur lequel j'ai une influence, les choses vont s'améliorer. Et c'est ma théorie des clairières. Je pense qu'il y a des clairières partout. Ce sont ces hommes et ces femmes de bonne volonté qui agissent pour que le monde, non seulement n'aille pas plus mal, mais en fait, finalement, aille mieux. Je ne suis pas sûr que la France de 2023 soit en plus mauvais état que la France de 1968, que la France de 1940, que la France de 1938, ou que la France... de 1815. Oui, donc je ne suis pas sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a rien à faire, mais justement, il faut se dire que des moments difficiles, j'intervenais il y a pas longtemps au Bernardin, où l'un des intervenants nous expliquait que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était la plus épouvantable des époques. Je ne suis pas sûr qu'un jeune juif européen en 1940 était dans une époque plus riante pour lui que les Français d'aujourd'hui. Donc sachons garder un peu de recul. Et pour bien répondre à votre question, mais redire ce que finalement j'ai déjà dit, effectivement, considérons que la réponse à ces temps de désarroi, c'est l'engagement des femmes et des hommes de bonne volonté. Heureusement, il y en a partout, et ce sont ces clairières qui font que le monde tient, et même, je le crois, continue à s'améliorer. Il y en a partout, et pas qu'en France, il y en a aussi au Québec, puisque c'est de là que François-Xavier nous appelle à présent. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Loïc, c'est Sylvain. Ah pardon, Sylvain. Eh bien, écoutez, c'est très bien Sylvain aussi. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous appeler François-Xavier ce soir. Merci Sylvain d'être avec nous. C'est OK. Merci beaucoup de me recevoir. Bonsoir à tout le monde. J'ai écouté le début de votre émission. J'étais en voiture en train de aller chercher mes enfants après l'école. Je dis le sujet m'interpelle. Il faut absolument que je dis un peu partager avec mes amis de Radio Notre-Dame. Et il y a beaucoup d'informations très intéressantes qui a été dites depuis le début. Donc c'est très intéressant le sujet ce soir. Est-ce que vous avez des questions un peu sur le Québec? Ma question, Sylvain, c'est la question que je pose à tous les auditeurs ce soir. Aimez-vous votre pays? Et de quel pays voulez-vous nous parler ce soir? Voulez-vous nous parler du Québec ou de la France, Sylvain? Ou du Canada? Ou du Canada, oui, pardon. Oula, qu'est-ce que je viens de dire? Si vous êtes québécois, je peux... Écoutez, je suis un fidèle auditeur de Radio Notre-Dame depuis plusieurs années. Je suis particulièrement à Louis Auxil. Il y a beaucoup de choses intéressantes et puis je vais vous partager mon point de vue de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois que ça a été dit ce soir comme opinion. Je crois qu'il y a des bonnes personnes partout dans n'importe quel pays et il y a différents types de personnalités. Ceci étant dit, mes ancêtres viennent de la France. Ils sont partis à partir du 17e siècle. Ils ont voyagé ici pour plusieurs raisons que j'ignore. Je n'étais pas là présent à cette époque. Mais il y a une chose qui nous tient à cœur ici,
il y a plusieurs images qui sont véhiculées. Et c'est un peu marrant quand je parle avec des Français là-dessus, comment ils nous perçoivent, un peu avec le colon, le chasseur de fourrure et ces trucs comme ça. Ça c'est dépassé. C'est vrai qu'on a, on a énormément d'espace ici au Québec, à la nature. Moi, personnellement, je me définis comme Canadien-Français pour plusieurs raisons. Puis de dire que tous mes ancêtres sont 100% français, c'est un peu ironique parce que le Canada est un pays multiculturel et on a appris à cohabiter avec les Amérindiens. Sans eux, les premiers colons français n'auraient pas survécu. Puis après, les Britanniques sont arrivés. Bon, il y a eu un peu de bisbille, un peu de bagarre, mais par après, au fil du temps, on a appris à s'adapter. Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de plusieurs pays qui sont venus s'installer au Canada et ça continue encore aujourd'hui. Mais il y a quand même tout un mouvement au Québec de préservation de l'identité québécoise par opposition à l'identité, on va dire, plus tout à fait. Canadienne, mais en fait, c'est quand même très américaine qu'il y a derrière. Tout à fait, tout à fait. Puis on est aux côtés des... Moi, je suis simplement à 45 minutes de voiture de frontière américaine. Hein. Ouais. Donc, on est juste... on a l'influence. Et puis, les États-Unis, comme vous le savez, et puis l'amiral que j'écoutais a fait des études aux États-Unis. Les États-Unis est un pays vaste. Donc, les Américains de la côte Est, côte Ouest, n'est pas du tout pareil comme ceux du Sud et du Nord, un truc comme ça. Donc, il y a une influence qui arrive. Le Québec, à travers de ça, est une province où on tient farouchement à la langue française. C'est notre identité. Et il faut remercier aussi l'Église catholique, parce que sans elle, sans la présence en Nouvelle-France, c'est eux qui ont aidé à construire justement les hôpitaux, les structures sociaux, les universités. Et puis, il fallait se défendre aussi. Mais même encore aujourd'hui, c'est le sujet... Oui. Et aujourd'hui, quel est votre pays? Quel est le pays que vous... Je sais que vous avez des enfants. Quel est le pays que vous essayez de faire aimer à vos enfants? Est-ce le Québec? Est-ce le Canada? Est-ce la France? Est-ce un peu les trois, de trois manières différentes? C'est un peu partout, Louis. C'est une excellente question parce qu'on vit dans une société où maintenant les frontières disparaissent. Tout a changé avec le fil du temps à cause de la technologie, Internet. Donc, on n'est plus dans les endroits reculés. Il faut s'adapter. Et l'adaptation est la réalité. Pays multiculturel, il y a des changements qui arrivent. Même on voit présentement les changements climatiques avant qu'on ignorait. Ce que j'aime moins de mon pays, c'est que oui, ces changements climatiques-là apportent, comme présentement on a des inondations de rivières, l'eau fait énormément de dégâts. J'écoutais qu'en France, vous manquez d'eau. Nous, c'est tout le contraire. Donc, il faut s'adapter avec ça. Il faut s'adapter avec la réalité multiculturelle. Les deux langues officielles au Canada sont l'anglais et le français, majoritairement anglais. Mais la deuxième langue la plus parlée au Canada est le mandarin. Il ne faut pas l'oublier. Si vous connaissez un peu le pays géographiquement, tout ce qui est la Colombie-Britannique, beaucoup d'immigrants chinois se sont installés là. Beaucoup. Et dans les grands centres comme Toronto, Montréal, Vancouver, il y a beaucoup d'immigrants. Donc, présentement, nous sommes un pays de 35 millions. On a comme objectif, en 2100, d'augmenter la population à 100 millions. Donc, il y a un couteau à deux tranchants. Oui, on va accueillir, mais ça prend aussi des infrastructures. Mais nous, en tant que francophones au Québec, on tient à notre langue. Beaucoup, on la défend farouchement. Et c'est important pour nous de bien la parler, de la défendre, de l'éduquer aussi, de la transmettre aux nouvelles générations. Sylvain, à travers les complexités d'adaptation aux évolutions du monde, quel attachement gardez-vous pour la France? Oh, beaucoup de choses. Le Québec regarde la France comme sa sœur aînée. Donc, il y a beaucoup de lois qui ont été établies ici. Le système de notaire est un système du régime français de l'époque. Donc, le Québec fait exception à part des autres provinces. Donc, tout ce qui est nos lois ici, notariées, vient directement, je ne veux pas dire copier, mais vous êtes notre inspiration. Donc, tout ce qui est en tête d'immigration, d'éducation, de langue, la province du Québec, il tient farouchement. Donc, pour nous, c'est très, très important.
Donc, c'est notre crainte, c'est la survie du français pour nous qui compte énormément. Donc, ces liens, ces rapports, cette relation que nous avons avec la France, elle est très importante. On y tient. Et juste à titre d'exemple, c'est la même chose, par exemple, quand j'entends des Acadiens, des francophones de la Louisiane, j'entends cette belle langue-là, c'est beau le français, c'est magnifique, c'est une langue qui est vivante, on y tient. Sylvain, merci pour ces belles paroles qui nous aident à aimer la France et qui nous donnent envie d'aimer davantage le Québec également. En quelques mots, Clotilde Brossolet, amiral Loïc Finas, que ressentez-vous en entendant Sylvain qui, en direct depuis le Québec, nous appelle et nous dit « La France est la terre de mes ancêtres et je l'aime ». Il faut être à la hauteur quand même. Je trouve que la mission est grande et elle m'impressionne un peu. Vraiment, voilà, tout à l'heure, vous disiez on est des héritiers de la France. Et j'avais envie de dire pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. Non, voilà. Donc, du coup, voilà. Pour le pire, qu'est-ce que vous aurez transmis que vous n'aimeriez pas? Tiens, j'ai envie de vous renvoyer la question. À vous, le Québécois. Qu'est-ce qu'on n'aime pas de la France? Moi, je vais rigoler ici. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, j'irais prendre une marche avec le roi Louis XV et de dire « Pourquoi vous nous avez abandonnés? » Bien répondu. Pardon, Sylvain. Amiral Loïc Finas, que ressentez-vous en entendant Sylvain? Non, je n'ai rien à rajouter à son désir de réécrire l'histoire. Sylvain, merci encore à vous. Merci. Et juste sur une note, vous savez, les îles Saint-Pierre et Miquelon, qui sont sur la côte justement du Québec, ils sont très, très, ils vous appartiennent, ils sont très français, mais on n'entend presque pas parler. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais bref. Merci beaucoup de me recevoir ce soir. Merci toutes mes amitiés et mes salutations. Merci à vous, Sylvain, dans une émission sur l'attachement à la patrie. Je suis très heureux d'avoir entendu l'accent québécois. Amiral. Un dernier commentaire. On n'oublie pas du tout Saint-Pierre et Miquelon. Ils sont la France. Ils font partie de la France. Et d'ailleurs, avec l'ensemble des autres territoires français tout au-delà du monde, ils font que la France est le seul pays au monde aujourd'hui sur lequel le soleil se couche jamais. Parce que la France, ça n'est pas une métropole, c'est un archipel avec des territoires sur l'ensemble des mers de la planète. Et effectivement, nous sommes le seul pays au monde qui puisse dire que le soleil ne s'y couche jamais. Et le soleil ne se couche jamais non plus sur les références que nous essayons d'avoir dans cette émission, puisqu'il n'y a pas qu'au Québec que l'on pense à la France, il y a aussi, figurez-vous, au Vietnam, où on a pensé à elle. C'est de là que le religieux Marcel Van a écrit cette prière pour la France, ici mise en musique par Martin Zernovitch, interprétée par les Dei Amoris Cantores. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Nous écoutions la prière de Marcel Van pour la France, chantée ici par les Dei Amoris Cantores. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous avez appelés ce soir pour nous dire si vous aimez votre pays. Je crois que nous allons conclure avec Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée. Non, alors nous n'avons pas encore Marie-Josée. Oui, Marie-Josée est bien avec nous. Bonsoir Marie-Josée, vous êtes à l'antenne. Non, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, pardon, bien écoutez, c'est aussi bien. Marie-Thérèse, merci d'être avec nous. Vous vouliez... Oui, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est déjà beaucoup. Allez-y. C'est monsieur qui est au téléphone.
Eh bien, c'est Louis Auxil de Radio Notre-Dame Ah, ouais, RCF, très aimable, en monsieur, très, direct. très aimable. Oui, bah, vous savez, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. La guerre est finie, vive la liberté. Je voulais dire que j'aurais des choses à raconter sur la guerre, des choses que j'ai vécues, parce que je veux simplement dire que ceux qui ont connu la guerre, c'est-à-dire les années 35 à 46, par là, dans 10 ans, il n'y aura plus personne. Alors les reportages qu'ils feront, ce seront des écrits, mais les gens n'auront pas vécu ces choses-là. Alors je voudrais dire qu'il serait peut-être bien de laisser la place, non pas à moi, mais aux historiens qui, au fur et à mesure, quittent la terre, d'avoir des écrits qui restent pas, non pas des choses racontées ou des romans feuilletons, des romans de gare, mais des choses qui ont vécu, qui ont été. Et moi, dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, il y a eu aussi beaucoup de problèmes d'argent, des problèmes d'argent à cause des tickets de rationnement, à cause du froid, de la pauvreté, des gens qui rentraient des camps de concentration, etc., etc. Et puis, voilà, donc... Bon, moi, je ne peux pas parler de ma famille, parce que je veux pas raconter. On a déjà parlé l'an dernier, je ne veux pas raconter. Je veux dire que 3 de mes frères de mon père sont morts dans des suites des camps de concentration. Il y en a un qui est mort même au premier débarquement 40. Et que, bon, c'est tout, on n'en parle plus. Tout le monde est mort de manière. Et je voulais simplement dire, pour finir, que j'ai assisté, j'ai pas assisté, au cercueil de monsieur Végan, qui a été enterré, je crois, janvier 65, il était enterré, il est passé par l'église Saint-Philippe du Roule, et quelques jours plus tard, je partais pour Londres, je travaillais au Père, janvier 65, on enterrait Churchill, donc c'est des souvenirs qui restent, parce que ça rappelle les dates et tout. Je ne veux pas rentrer dans Ah bah vous attachez à l'histoire. Hein. Je vous remercie beaucoup Marie-Thérèse d'être avec nous pour nous citer ces noms, le souvenir de ces personnes célèbres, mais aussi de votre famille, de ces personnes plus anonymes. Et si nous avions ce soir choisi comme thème de notre émission celui de l'amour de la patrie, c'est parce que avant-hier, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'il était important pour conclure cette émission d'avoir un hommage peut-être rapide, peut-être spontané à tous ceux qui justement se sont battus pour leur pays, que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale ou en d'autres périodes. Et j'ai envie de demander à l'amiral Loïc Finas, qui est toujours à côté de moi, amiral, est-ce que c'est important justement de rendre cet hommage-là, de saluer la mémoire de ceux qui se sont battus à une époque ou à une autre, d'une manière ou d'une autre, pour tout ce que nous avons dit ce soir de notre pays, pour la France, pour la liberté? Je crois que c'est important à plus d'un titre. C'est important d'abord parce qu'ils le méritent, ils sont morts pour nous, ils sont morts pour notre liberté. C'est également important parce que nous serions coupables d'imaginer que ces temps de folie sont définitivement derrière nous, et ce qui se passe en Ukraine en ce moment nous a rappelé que c'était là, c'était tout près. Ça peut donc recommencer, et l'une des meilleures façons d'éviter que ça recommence, ou en tout cas essayer de rendre la probabilité d'occurrence de tels faits la plus faible possible, eh bien c'est de se souvenir de ce qui s'est passé et de se souvenir du sacrifice de ceux qui se sont battus pour que nous soyons toujours libres, ce qui n'est pas gagné et ce qui est à défendre sans cesse. Clotilde Brossolet. Oui, c'est l'ancienne historienne qui va parler. C'est pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, c'était une période où tous les jeunes hommes ont été mobilisés. Il n'y avait pas d'armée de métier à l'époque. Dans cette période de fracas de la guerre, c'est la première grande guerre moderne, enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas de grande ampleur, dans les tranchées, les hommes français se sont rencontrés. Ils venaient de provinces différentes et les historiens ont compris, ont analysé comment la vie de tous ces Français dans les tranchées avait été un ferment d'unité nationale par la suite. Et ils arrivaient avec chacun des patois différents, il n'y avait pas encore une réelle unité de la langue, et comment la langue française s'était en fait diffusée dans les tranchées par cette camaraderie, cette fraternité des tranchées. Voilà. Dans ce moment, aussi violent soit-il, aussi difficile soit-il, ce moment-là a servi de ferment d'unité pour notre pays, et pas parce que ces hommes-là se battaient, mais déjà parce qu'ils vivaient une expérience commune. Et puissions-nous ne pas attendre les grands moments d'adversité pour continuer à bâtir l'unité du pays que nous aimons. Merci
À vous, Marie-Thérèse, je lis sur la petite fiche que le Standard m'avait préparée. Vive la liberté, vive la France et les vrais Français, je ne sais pas ce que ça veut dire, les Bretons et tous les gens qui ont connu la guerre. Alors merci d'avoir été avec nous. Les vrais Français, 2 points, les Bretons, c'est peut-être ça. Ça devait être cela, absolument. Merci à tous ceux que nous n'aurons pas eu, hélas, le temps de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de vous saluer. Gilberte des Deux-Sèvres, oui, aime la France et en particulier pour son système de santé, sa solidarité. Merci Gilberte, merci. Donc à Marie-Josée qui salue aussi tous ceux qui ont combattu pour la France. Cathy les salue également. Quelle est la vocation de la France cependant, pose-t-elle encore comme question. Je salue Catherine de Toulouse qui aime la France pour la beauté de ses paysages. Mais c'est beau partout aussi, nous dit-il, il n'y a pas qu'en France qu'il y a de beaux paysages. Merci également à Sylvain. La France serait meilleure si elle ne suivait pas le modèle américain, mais c'est à chacun peut-être peut-être qu'on parlait tout à l'heure du dictionnaire et des anglicismes qui s'y immiscent, à nous peut-être de choisir de ne pas les employer. Je remercie Alexis, s'il aime son pays, il y est né, ses parents, ses grands-parents aussi. Alexis est psychomotricien à l'hôpital et s'occupe de personnes handicapées notamment. Là aussi, ce sont des personnes qui, à leur manière, peut-être se battent pour ce qui fait la France. Merci à vous, Alexis. Merci à Pierre-Étienne, qui a été élu local pendant de nombreuses années. Et on peut remercier tous les élus. Je remercie également Sylvaine qui, en effet, comme vous le disiez, Amiral, trouve désolant que les gens fassent autant de guerres intestines qui sabotent nos ressources et notre unité. Elle rappelle la devise de l'armée de l'air, unis pour faire face. Merci à elle, à vous Sylvaine, qui saluait une émission de haute volée et des témoignages très intéressants. Merci donc aux auditeurs. Merci également à une autre Marie-Thérèse qui nous vient de Guinée-Conakry. Oui, la France l'a accueillie depuis 2002. Elle estime qu'elle a aujourd'hui 2 patries, la Guinée et la France. Jacques-Marie aime son pays, la France, et aurait aimé entendre ce soir le chant des partisans. Peut-être pourrions-nous le diffuser à une autre occasion. Nous l'avons déjà fait, d'ailleurs. Jean-Michel aime la France car on est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu, d'écouter la radio ou de ne pas l'écouter, d'appeler, de ne pas appeler, etc. Merci Jean-Michel. Merci à Françoise qui n'est pas d'accord avec Laurent. Elle connaît la France, mais elle est aussi déçue en ce moment. Par peut-être ce qui peut se produire. Elle parle aussi de littérature. Elle aime Victor Hugo, Marcel Pagnol, l'abbé Pierre, Jean Moulin. C'est pas que la littérature. Et tous ces grands personnages qui ont fait ou qui continuent à faire la France. Marie-Yvonne aime son pays. Merci à vous de l'aimer. Cela passe avant ma religion. Elle regrette qu'on mette en avant beaucoup l'islam, nous dit-elle. Ah, voilà, encore un sujet qui pourrait déclencher beaucoup trop d'appels au standard alors qu'il ne reste que 2 minutes d'antenne. Je salue Laurence qui aime la France, mais qui a aussi des critiques à faire sur l'attitude des Français à l'étranger, notamment. France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême, demande-t-elle. Danielle ne veut pas la guerre, elle veut la paix. Elle aime la chanson de Boris Vian, Monsieur le Président, le déserteur. Je ne sais pas si l'amiral aimera autant cette chanson. Claudine en parlait de l'Iran, qui est aussi un beau pays, parce que nous en avions parlé aussi en début d'émission. Marie-Arlette, agricultrice retraitée, elle aime bien la France et serait prête à prendre les armes pour la défendre. Elle est un peu guerrière, Marie-Arlette. Je salue Monique, depuis le Rhône, aime la France, née à Lyon et française. Merci à Mathieu également, qui dit que la France est un pays de résistants. Et merci à Monica, qui est allemande et aime beaucoup la France. Alors merci pour son accueil. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci à nos invités. Il nous reste une petite minute d'antenne en quelques mots. Qu'avez-vous pensé des témoignages de nos auditeurs? Avez-vous passé une bonne soirée avec eux? Amiral Loïc Finaz. J'ai passé une très bonne soirée avec eux. J'espère que ça a été la même chose pour eux. Ils sont globalement tous amoureux de la France, sans naïveté pour beaucoup d'entre eux. Mais gardons cette image des clairières et soyons tous le plus possible là où la vie nous a placés. Une clairière pour notre entourage, que ce soit pour notre pays, oui, pour l'Europe. Œuvrons ensemble, en hommes et femmes de bonne volonté. Merci, Amiral. On vous retrouve dans vos ouvrages La Houle, S'en aller au levant et votre dernier roman, La liberté du commandement, est un autre de vos livres, les 2 aux éditions des Équateurs. Clotilde Brossolet, que vous ont inspiré les témoignages de nos auditeurs ce soir? Une diversité de témoignages, une diversité d'auditeurs, à l'image de la diversité des raisons pour aimer ce pays. Voilà. Et je crois que justement, ce pays mérite bien mieux que ce que nous vivons en ce moment. Et
Moi, je peux que renvoyer à Il l'engagement. mérite que l'on Voilà. s'y engage. Catholiques de tous les partis, engagez-vous, par Clotilde Brossolet aux éditions MAM. Merci à tous les auditeurs qui se sont engagés par la beauté de leur témoignage qui continuent à arriver. Merci à Philomène et Arlette qui étaient au standard pour prendre vos appels, à Alexis qui était en régie pour réaliser cette émission. Merci à tous ceux qui servent leur pays, que ce soit la France ou un autre, par tous les moyens qui nous permettent d'aimer et de servir notre prochain. Et en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite, chers amis, une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.